Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Vous pouvez également envisager de devenir membre YouTube, de soutenir sur Patreon ou de faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Mais au minimum, vous pouvez regarder l'émission, aimer, partager et commenter. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Dimitri Lascaris. Dimitri est un avocat, journaliste et militant politique canadien. Dimitri, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Dimitri, welcome back to India and Global Left. C'est un plaisir ici, au Madhv-Theelatuste. The media is filled with the Les médias regorgent d'informations sur le cessez-le-feu à Gaza. Nous ne connaissons pas encore beaucoup de détails à ce sujet, mais j'étais simplement curieux. Quelle est ta première impression de ce nouveau cessez-le-feu? about the new ceasefire in Gaza. Il est difficile d'évaluer la situation, car il y a très peu d'informations, bien qu'il ait été confirmé par la direction du Hamas, dans plusieurs déclarations sur des canaux Telegram de la résistance, qu'un accord existe. D'après ce que j'ai pu comprendre, cela se fera par étapes, et la première phase ne résout pas grand-chose sur le long terme. Elle inclut un échange de prisonniers, et il semble qu'un accord ait été trouvé sur les Palestiniens qui seront libérés. Et, bien sûr, ils acceptent, du moins d'après ce que je peux constater du côté palestinien, de libérer les 20 prisonniers de guerre encore en vie qu'ils détiennent. Il y aura également un retrait des forces israéliennes de certaines, mais pas de toutes, les zones de la bande de Gaza. Encore une fois, cela repose sur ce que je peux comprendre. Il reste à voir dans quelle mesure ils se retireront ou seront obligés de se retirer. Et il va y avoir une introduction d'aide humanitaire. Un chiffre que j'ai vu circuler est de 400 camions d'aide par jour, ce qui est bien en dessous du niveau que les organisations humanitaires internationales jugent nécessaire, le minimum étant de 600 camions par jour. C'est probablement bien plus que cela à ce stade, compte tenu de la situation de la population civile à Gaza. Je ne vois donc aucune preuve que la résistance ait accepté de se désarmer. En fait, jusqu'à l'annonce, ils étaient catégoriques, utilisant le langage le plus ferme et le plus explicite, affirmant qu'ils ne se désarmeraient pas tant que la Palestine n'aurait pas d'État. Et dans ce cas, ils transféreraient leurs armes à l'État de Palestine et à personne d'autre. Je n'ai vu aucun signe indiquant qu'ils aient cédé sur la question de savoir qui gouvernera Gaza. Jusqu'au moment de l'accord, ils restaient fermes sur le fait que ce serait uniquement des Palestiniens, bien que le Hamas ait déclaré être prêt à céder le contrôle de Gaza à un groupe de technocrates palestiniens indépendants. Cette question semble avoir été reportée. Et une chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, du moins sur le papier, est que le peuple palestinien peut rester dans la bande de Gaza et que toute personne qui part volontairement peut revenir. Et d'ailleurs, toutes ces choses que j'ai mentionnées du côté palestinien, ces questions, ne sont pas des concessions que les Palestiniens exigent des Israéliens. Ce sont des droits auxquels les Palestiniens ont droit en vertu du droit international. Ils ont le droit de rester à Gaza. Ils ont le droit d'aller et venir librement. Ils ont le droit de résister par la force à leurs occupants. Ils ont le droit d'avoir un État conformément à leur droit à l'autodétermination. Ainsi, les Palestiniens ne demandent rien auquel ils n'aient déjà droit selon le droit international. Mais savoir s'ils l'obtiendront reste à voir. Beaucoup des points de blocage que vous avez mentionnés figurent également dans le soi-disant plan de paix du président Trump, le plan de paix en 20 points. Et comme vous l'avez dit, les négociations à long terme sur la reconstruction post-génocide et la création d'un État palestinien ont été reportées, à la fois dans le plan
et dans les rapports que nous avons vus jusqu'à présent. Ce qui semble être sur la table dans ce cessez-le-feu, c'est une cessation des hostilités en échange de la libération des otages. Nous avons vu par le passé qu'Israël a immédiatement renié ses promesses de poursuivre de telles négociations après des échanges précédents. Je me demande ce que vous en pensez. Avez-vous des inquiétudes ou des craintes qu'Israël fasse quelque chose de similaire cette fois-ci également? Je pense qu'il y a une forte probabilité qu'Israël viole cet accord et qu'il le fasse à plusieurs reprises. Pour l'instant, la question est de savoir jusqu'où il ira dans cette violation. Il a tout simplement déchiré le dernier accord de cessez-le-feu. Lorsqu'il en est arrivé au point où il avait obtenu autant d'otages, comme il les appelle, qu'il le pouvait, et atteint l'étape de l'accord où il devait retirer ses forces militaires de Rafah, de la frontière entre l'Égypte et Gaza, il s'est simplement arrêté et a décidé de commencer à affamer massivement la population palestinienne. Et les États-Unis, bien sûr, n'ont rien fait. Ils ont continué à soutenir Israël de toutes les manières imaginables, tout comme l'ont fait tous les grands gouvernements occidentaux. C'est une longue et sordide histoire de perfidie et de trahison israélienne et américaine. Au Liban, où ils ont conclu un accord de cessez-le-feu l'année dernière, les Américains et les Français étaient censés en être les garants. Israël l'a violé des milliers de fois, presque quotidiennement, plusieurs fois par jour, en bombardant le Liban et en refusant de retirer ses forces de certains points du sud Liban. Nous devons donc nous attendre à ce que cela se reproduise. Je pense toutefois que le contexte a changé. Je ne sais pas si cela a changé au point d'amener le gouvernement américain à contraindre Israël à se conformer, mais cela a changé. Et je pense que cela se voit dans les sondages. Sondage après sondage, il apparaît que le soutien à Israël s'effondre en Occident. Tôt ou tard, il y aura un lourd prix politique à payer pour tout politicien pro-israélien. Et cela va se produire aux États-Unis, au rythme où vont les choses. Un sondage vient de paraître indiquant que 61% des Juifs américains estiment qu'Israël commet des crimes de guerre. 61%. 40% pensent qu'il commet un génocide. Parmi la jeune génération de la population juive américaine, ce chiffre monte à 50% estimant qu'Israël commet un génocide. On voit les scandales autour de Charlie Kirk, le scandale Epstein, et des personnalités comme Tucker Carlson et Candace Owens, des influenceurs MAGA, déclarer qu'Israël n'est pas notre ami. Tu sais, Mudyar Jyotishman, les signes sont clairs, et la vraie question est de savoir si la pression actuelle est suffisante pour que le gouvernement américain contraigne Israël à respecter l'accord. Je pense que non, mais j'espère me tromper. Le véritable test décisif sera le suivant. Il faut observer attentivement la réaction de Smotrich et Ben Gvir. Si Smotrich et Ben Gvir parlent beaucoup, mais ne tentent pas réellement de faire tomber le gouvernement, on peut en déduire qu'ils ont reçu des assurances privées de Netanyahou, selon lesquelles il ne retirera pas les forces israéliennes de Gaza et qu'il continuera à massacrer des Palestiniens. Dans l'optique, vous savez, d'au moins sécuriser, aux fins de l'implantation israélienne, la moitié nord de la bande de Gaza. Je pense qu'au strict minimum, c'est ce que Smotrich et Ben Gvir exigent. Maintenant, s'ils se plaignent mais disent qu'ils ne feront pas tomber le gouvernement, c'est un mauvais signe. Mais s'ils annoncent qu'ils vont faire tomber le gouvernement, à ce moment-là, je pense que Yair Lapid, le soi-disant gauchiste de ce groupe de criminels de guerre en Israël, a déclaré qu'il travaillerait avec son parti à maintenir le gouvernement afin de veiller à la mise en œuvre de l'accord de paix. Il y a donc là une alternative pour Netanyahou, apparemment. Il peut sauver sa position sans le soutien de Smotrich et Ben Gvir. Gardez un œil sur eux, et je pense que cela nous dira tout ce que nous devons savoir.
Il y a essentiellement 4 points sur lesquels il semble y avoir un certain accord. L'échange de captifs ou d'otages, la cessation des hostilités, l'autorisation d'une forme d'aide humanitaire, même si celle-ci pourrait être largement insuffisante, comme vous l'avez dit, et enfin, le déploiement ou l'évacuation des troupes israéliennes de Gaza. Je pense que c'est l'un des points de blocage, même s'il semble y avoir un certain accord à ce sujet, car les rapports que j'ai lus évoquent un retrait progressif de l'extrême ouest de Gaza vers l'est de manière graduelle. Même à la dernière étape, Israël est très clair sur le maintien d'une zone tampon, comme il l'appelle, à l'intérieur du territoire de Gaza, qui inclut également le passage de Rafah à la frontière égyptienne. Quel est votre avis? Les forces israéliennes quitteraient-elles réellement Gaza? Seulement si Trump les y contraint. En aucune circonstance, Netanyahou ne fera cela. Et il n'a même pas besoin de subir la pression de Smotrich et Ben Gvir. Vous savez, on parle de Smotrich et Ben Gvir comme étant des extrémistes. Netanyahou est fermement dans leur camp, tout comme pratiquement tout son cabinet. Ces gens sont tous extrémistes. Ce sont tous des fanatiques, des racistes anti-palestiniens qui ne respectent aucun principe de décence humaine lorsqu'il s'agit des peuples arabes de la région. Nous devons donc supposer que c'est ce qui se produira, à moins que la main de Netanyahou ne soit forcée par le gouvernement des États-Unis. Le gouvernement des États-Unis, je ne saurais trop insister là-dessus, Moudiar Jyotishman, ce n'est pas un génocide israélien. Israël est l'instrument par lequel les gouvernements occidentaux ont perpétré un génocide. Israël a fait exactement ce que l'Occident voulait qu'il fasse. Et par l'Occident, j'entends les gouvernements occidentaux, principalement le gouvernement des États-Unis. On peut se demander, et si vous voulez en discuter, je suis tout à fait disposé à le faire. Pourquoi? Pourquoi les gouvernements occidentaux voudraient-ils une telle dépravation à découvert de la part de leurs proxys israéliens? Mais je vous assure qu'en fin de compte, ce sont les gouvernements occidentaux qui en sont les moteurs. La question est de savoir si la pression exercée sur eux est devenue si forte qu'ils contraindront Israël à se conformer. Encore une fois, je ne pense pas que nous en soyons là pour l'instant, mais je pense que nous y serons relativement bientôt, si ce n'est déjà le cas. Sur la question de la pression exercée sur le gouvernement américain, étant donné que les États-Unis sont la seule partie capable de réellement faire pression sur Israël, il n'y a eu aucun accord international sur un renforcement des mesures à l'égard d'Israël pour ces violations du cessez-le-feu. Ainsi, puisque les États-Unis demeurent le seul acteur pouvant exercer ce type de pression, et compte tenu du fait que certains médias et analystes affirment que Donald Trump est plus personnellement investi dans ce plan, parce que le précédent cessez-le-feu, intervenu juste après l'arrivée au pouvoir de Trump, avait impliqué des négociations menées en grande partie par l'administration Biden-Harris. Pensez-vous qu'il y ait cette fois une plus grande probabilité que le cessez-le-feu tienne, comparé à la fois précédente, même s'il y aura probablement de nombreuses justifications pour poursuivre l'occupation de la Cisjordanie et le déploiement de forces à Gaza? Êtes-vous d'accord avec cela? Eh bien, je ne pense pas que le premier accord de cessez-le-feu donne la moindre raison d'avoir confiance quant à la manière dont celui-ci sera géré. Car ce qu'ils ont fait la première fois, c'est qu'après l'arrivée de Trump au pouvoir, il a obtenu la libération d'un certain nombre d'Israéliens détenus par les Palestiniens. Et ensuite, il a soutenu avec enthousiasme les Israéliens lorsqu'ils ont non seulement refusé de se retirer de Gaza, mais ont commencé à affamer massivement la population civile. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un tirerait de la confiance de cela. Ce que je pense avoir changé, et ce qui me donne un peu d'espoir que cette fois-ci ce sera différent, ce sont les sondages, les enquêtes d'opinion en Occident.
Je pense qu'il y a d'autres points de pression à l'œuvre ici, en particulier l'état d'épuisement et de démoralisation de l'armée israélienne, ainsi que l'épuisement de ses stocks d'armes. Des dizaines de milliers de réservistes ne se présentent pas au service. Ils font face à une crise de suicide et de troubles de stress post-traumatique. Un certain nombre de soldats israéliens ont ouvertement critiqué le gouvernement pour ne pas avoir mis fin à cette guerre. Nous devons également garder à l'esprit les intentions des États-Unis et d'Israël à l'égard de l'Iran. Ils pourraient être en train de préparer le terrain pour une reprise de leur guerre d'agression criminelle contre l'Iran. Et il se peut qu'au sein de l'armée américaine et à la Maison-Blanche, on ressente le besoin de concentrer tous les efforts sur cet objectif. Ainsi, du moins pour le moment, ils souhaitent mettre fin aux hostilités à Gaza. Cela peut également être un facteur qui entre en jeu ici. Mais je pense que l'état de l'armée israélienne, les sondages d'opinion et la situation de l'économie israélienne, qui est dans une condition très difficile, tous ces éléments réunis exercent une forte pression sur le gouvernement américain et directement sur le gouvernement israélien. Alors peut-être que cette fois, il y aura, je ne dirais pas une conformité parfaite, mais peut-être une conformité substantielle à l'accord. C'est cela qui me donne de l'espoir, pas le premier accord de cessez-le-feu. Penses-tu que le fait que Trump soit plus directement impliqué dans ces négociations ferait une différence? Eh bien, cela dépend de savoir s'il s'agit d'un spectacle ou s'il exerce réellement une pression sur Israël. Et vous savez, je n'ai pas la réponse à cette question. Il est clairement fasciné par le prix Nobel de la paix et veut s'en attribuer le mérite. N'est-ce pas? Donc le showman Donald Trump, j'en suis sûr, ne peut pas résister à la perspective d'être sur le terrain et de prétendre que lui et lui seul est responsable de l'éclatement de la paix dans les territoires palestiniens occupés. Cela pourrait donc n'être qu'une nouvelle démonstration de mise en scène de la part de Donald Trump. La vraie question est, je veux dire, il pourrait exercer cette pression sans être sur place. Il lui suffirait de décrocher le téléphone et de dire à Netanyahou « Tu conclus cet accord ou nous coupons l'approvisionnement en armes. » Point final. Un simple coup de fil. A-t-il eu cette conversation avec Netanyahou? J'en doute, mais c'est possible. Passons au long terme, car il faut que ce soit très clair pour nos téléspectateurs. Ce cessez-le-feu ne concerne que l'échange de captifs et l'aide humanitaire, en contrepartie de l'arrêt des bombardements et des frappes qui s'abattent jour et nuit sur Gaza. Mais à part cela, le soi-disant plan de paix en 20 points est très catégorique. La question de la création d'un État palestinien serait indéfiniment reportée. Cela figure au point 28, le dernier point, qui stipule que si toutes ces conditions sont remplies, alors les États-Unis s'efforceront de réunir les groupes palestiniens et les Israéliens en vue d'un État palestinien à long terme. Avant cela, ils sont très clairs sur la démilitarisation complète de Gaza. Ils sont également clairs au sujet du soi-disant port de la paix, qui serait supervisé par le président Trump et Tony Blair. Et tout cela a un air très colonial. Je veux dire, c'est un rappel évident d'un siècle d'histoire en Palestine, remontant au traité de Versailles, aux années du mandat, puis aux interventions répétées des États-Unis. Alors, à long terme, selon vous, quelle est la signification de ce cessez-le-feu? Parce que, oui, il y a beaucoup d'optimisme, et même, dans certains milieux sur le terrain, des célébrations. Car pour la première fois depuis longtemps, les frappes se sont atténuées. Les bombes ne tombent plus avec la même intensité qu'auparavant. Mais à long terme, cela me semble toujours très sombre.
Je ne vois absolument aucune preuve que Trump ou Netanyahou aient la moindre tolérance pour l'idée d'un État palestinien. Il n'existe aucune preuve crédible en ce sens. Ce petit point à la fin du plan de paix en 20 points n'était que du vent. Soyons honnêtes, il n'y avait aucun engagement concret. C'était tellement plein de failles qu'on aurait dit du gruyère. Et compte tenu de la longue et sordide histoire de Netanyahou et du régime israélien, avec le plein soutien de l'Occident, a sapé chaque tentative de création d'un État palestinien, et des déclarations répétées de Netanyahou affirmant qu'il s'y oppose catégoriquement. Il a même déclaré à la presse hébréophone, quelques heures après la conférence de presse Trump-Netanyahou du 30 septembre, tout simplement, « Non, non, par-dessus mon cadavre, il n'y aura pas d'État palestinien. » Nous n'accepterons pas cela. Je m'y oppose catégoriquement. Alors où sont les preuves qu'ils vont réellement tolérer la création d'un État palestinien? Je n'en vois aucune. Mais encore une fois, je crois à Moudiar Jyotishman que l'État palestinien finira par voir le jour en raison de la pression qui s'accumule. Finalement, cette pression deviendra si forte qu'ils devront céder sur ce point fondamentalement important. Et il se peut que ce ne soit pas quelque chose que Netanyahou puisse finalement empêcher, car, comme je l'ai documenté dans mon émission « Raison de résister », il y a eu un exode massif d'Israéliens vers des zones de la Méditerranée orientale et des régions plus éloignées. Et je pense que cela se reflète dans certaines statistiques démographiques publiées récemment par le gouvernement israélien, qui ont montré une baisse rapide des flux nets d'entrée de personnes d'Israël. Et la tendance à plus long terme, si Israël continue sur cette voie belliciste, en créant des hostilités violentes avec les États voisins, en particulier l'Iran, si cette tendance se poursuit et si l'économie continue de souffrir en Israël, je pense que nous assisterons à une lente défaite démographique du pays qui pourrait bien s'accélérer. Et à ce moment-là, il se pourrait que ce soit simplement un fait accompli, qu'un État unique de Palestine émerge des cendres dans lequel toutes les personnes, qu'elles soient juives, palestiniennes ou autres, jouissent de droits égaux. C'est vers cela que j'espère que nous nous dirigeons, et je crois qu'en fin de compte, quelque chose de cet ordre se produira. Mais la question est, combien de personnes Israël sera-t-il autorisé à massacrer entre-temps? C'est la question terrifiante. Absolument. Je pense que la grande question concerne le court et le moyen terme. Je veux dire, il ne fait aucun doute, ni dans ton esprit, ni dans le mien, que la liberté palestinienne finira par arriver, que le colonialisme prendra fin dans le monde entier, pas seulement en Palestine. Mais la plupart de ces angoisses, préoccupations et discussions portent vraiment sur le court et le moyen terme, sur l'ampleur des sacrifices nécessaires pour que cela se produise. Plus tôt, tu as mentionné le test décisif de Smotrich et Ben Gvir concernant le retrait complet de l'armée de Gaza. J'aimerais aussi te poser une question sur la Cisjordanie occupée, car certains analystes disent que cela pourrait ressembler à une sorte de processus d'Oslo, où une soi-disant ère de négociation serait ouverte, tandis que sur le terrain, de plus en plus d'annexions auraient lieu en Cisjordanie occupée, accompagnées d'une intensification de la violence et de la multiplication des avant-postes de colons. Nous avons eu des indications claires de cela tout au long du génocide à Gaza. La violence des colons et la violence militaire se sont toutes deux intensifiées en Cisjordanie occupée. Ils ont construit et légalisé des colonies, étendant les colonies d'annexion dans certaines zones de la Cisjordanie, dans ce qu'ils appellent les zones E2, les zones de l'ONU, des endroits comme Ma'ale Adumim, Jéricho, et ainsi de suite. Que vous dites tout cela sur une phase possible où les Palestiniens seraient contraints d'entrer dans des négociations tout en étant privés de toute véritable forme de résistance sur le terrain. Et quand je parle de véritable résistance, je ne parle pas des batailles narratives, que bien sûr les Palestiniens sont en train de gagner, mais de la résistance concrète sur le terrain.
but real resistance on ground. Eh bien, fait intéressant, la commission de résistance aux murs et aux colonies en Palestine occupée a rapporté il y a un jour ou deux que depuis le 7 octobre 2023, les forces d'occupation et les colons ont mené plus de 38 000 attaques en Cisjordanie. Je répète, 38 000 attaques. L'armée israélienne a saisi 55 000 dunams de terre, installé 916 checkpoints militaires, et les colons ont établi 117 nouveaux avant-postes coloniaux durant cette période. J'étais en Cisjordanie occupée en avril de l'année dernière. Je suis allé 2 fois au camp de réfugiés de Jénine, au camp de réfugiés de Tulkarem, et j'ai visité Naplouse et Jéricho. Ce que j'ai vu, et je le dis en tant qu'avocat exerçant depuis plus de 30 ans, correspond à la définition du génocide. Cependant, cela se déroule à un niveau d'intensité inférieur à celui de Gaza. Et l'un des signes de la raison, ou plutôt de la flexibilité dont ont fait preuve les groupes de résistance à Gaza, c'est que je n'ai jamais vu la moindre indication qu'ils aient exigé, comme condition à tout accord avec Israël, le démantèlement des colonies. Ils n'ont même pas exigé la fin de l'expansion des colonies. En réalité, ils n'ont formulé aucune demande concernant la Cisjordanie occupée. C'est donc l'une des nombreuses raisons pour lesquelles leur position de négociation a toujours été très raisonnable. Mais ne nous y trompons pas, ce qui s'y passe est un génocide de faible intensité. Dans cet accord de paix, je n'ai rien vu dans le plan en 20 points qui traite explicitement de ce qui se passe en Cisjordanie. Je n'ai encore vu aucun signe indiquant que l'accord en cours de négociation abordera ce qui se passe en Cisjordanie. Et tant qu'il n'y aura pas de véritable responsabilité pour Israël, et la responsabilité peut prendre de nombreuses formes, mais il faut qu'il y ait une véritable responsabilité, on peut supposer que, quoi qu'il arrive à Gaza, ces atrocités continueront en Cisjordanie. Et comme vous l'avez indiqué, Moudiar Jyotishman, les Palestiniens qui s'y trouvent sont bien moins capables de se défendre que ceux de Gaza. Cela a d'ailleurs été une leçon amère, je pense, pour le peuple palestinien, dont 80%, selon un sondage réalisé en mai, et je parle ici des Palestiniens vivant dans les territoires occupés, s'opposent au désarmement, car ils voient ce qui se passe en Cisjordanie, qui n'est pas sous le contrôle du Hamas, où la résistance armée est bien moindre. Auquel état pensez-vous discouvrir ce Gaza? Et pourtant, vous savez, je viens de vous donner les statistiques sur ce qu'Israël a fait en Cisjordanie. Les gens devraient comprendre très clairement que l'inférence la plus logique, l'attente la plus raisonnable, est que si Israël est autorisé à s'en tirer avec ce qu'il a fait à Gaza et ce qu'il a fait jusqu'à présent en Cisjordanie, il se tournera ensuite vers Jérusalem-Est. En fin de compte, il visera les citoyens palestiniens d'Israël même. Et il pourrait les chasser du pays beaucoup plus facilement qu'il ne peut chasser les habitants de Gaza. Pour expulser les habitants de Gaza de la bande par voie terrestre, il aurait besoin de la coopération de l'Égypte. Et l'Égypte a catégoriquement refusé. C'est une bonne chose, je suppose, qu'Al-Sisi ait faite pendant ce spectacle d'horreur. Mais s'il décidait qu'il voulait forcer les citoyens palestiniens d'Israël à se réfugier au Liban, dans le sud du Liban ou dans la partie sud de la Syrie, qui les en empêcherait? Personne là-bas n'a une armée comme celle de l'Égypte, capable d'empêcher que cela se produise dans le Sinaï. C'est là que tout cela se dirige. Et donc, quel que soit le contenu de l'accord concernant Gaza, nous, dans la communauté de solidarité avec la Palestine, où que nous soyons dans le monde, devons garder une attention absolue sur ce qui se passe dans l'ensemble de la Palestine occupée et poursuivre notre activisme, notre militantisme, notre intensification de la pression, quels que soient les termes de cet accord. Car tant qu'il n'y aura pas de véritable responsabilité pour Israël, pour ses dirigeants, pour son économie et pour les personnes qui soutiennent cette monstruosité,
cela continuera et cela s'accélérera. Vous avez mentionné ce point important concernant les Palestiniens de Cisjordanie occupée, qui disposent de moins de ressources pour la résistance qu'à Gaza, principalement en raison de la présence à Gaza d'une coalition de résistance plus forte, comprenant le Hamas, le Djihad islamique et d'autres groupes. De l'autre côté, il y a l'autorité palestinienne. Pour ma part, j'aime être plus prudent que beaucoup de personnes de gauche lorsqu'il s'agit de critiquer l'autorité palestinienne, même si je connais son rôle et sa complicité dans l'ensemble du processus. Mais étant donné que je ne suis pas sur le terrain, je fais généralement très attention avant de critiquer un groupe palestinien, quel qu'il soit. Cela dit, l'autorité palestinienne a été très complice dans le démantèlement de toutes sortes de formes de résistance efficaces sur le terrain. Et ce plan de Trump cherche à étendre cela à Gaza. Je me demande quelle est, selon vous, la relation entre Gaza et la Cisjordanie occupée, en ce qui concerne les groupes de résistance. Quel serait l'impact d'une démilitarisation complète de Gaza sur la Cisjordanie occupée elle-même? Eh bien, je pense qu'en réalité, cela ne fera qu'aggraver la situation en Cisjordanie, car l'armée israélienne à ce stade pourrait réaffecter ses ressources de la bande de Gaza vers la Cisjordanie s'il n'y a effectivement plus de résistance armée à Gaza. Et vraiment, quand on voit ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années et des décennies précédentes, l'attente rationnelle de toute personne observant la situation devrait être que si les Palestiniens se désarment, Israël intensifiera la violence, car il y aura moins de risques pour les forces terrestres israéliennes de commettre ces atrocités. Il n'y a absolument aucune raison rationnelle de s'attendre à ce qu'Israël fasse preuve de plus de retenue si les Palestiniens deviennent plus vulnérables. C'est précisément l'inverse qu'il faut prévoir. Donc je pense que tout désarmement, qu'il ait lieu dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, ne fera qu'encourager Israël à intensifier la violence contre les Palestiniens. Et en ce qui concerne l'autorité palestinienne, écoutez, je partage, disons, votre ambivalence à son sujet. Parce que, voyez-vous, j'ai eu affaire à des gens de l'autorité palestinienne, notamment au Canada, à la délégation palestinienne. Et vous savez, il y a beaucoup de bonnes personnes qui travaillent au sein de l'autorité palestinienne. Mais la direction de l'autorité palestinienne est collaborationniste. Elle est corrompue, elle est brutale, c'est un pion de l'occupation. Et la plupart des Palestiniens le comprennent. Et encore une fois, je veux revenir sur le sondage qui a été réalisé en mai dans les territoires palestiniens occupés. Et ce sondage demandait aux Palestiniens s'il y avait une élection où Mahmoud Abbas se présenterait face aux dirigeants du Hamas et à Marwan Barghouti, qui croupit actuellement dans une prison israélienne sous une peine de réclusion à perpétuité, il y est, je crois, depuis plus de 20 ans maintenant, comment il voterait. Barghouti obtiendrait environ 50% des voix. Je cherche les chiffres exacts, mais ils étaient approximativement de 50% pour Barghouti, environ 35% pour le candidat du Hamas et 11% pour Mahmoud Abbas, 11%. Cet homme est extrêmement impopulaire dans son propre pays, et nous pouvons tous comprendre pourquoi. Cela ne veut pas dire que tout le monde au sein de l'autorité palestinienne est mauvais ou collaborateur. Je ne crois pas que ce soit le cas. Mais Abbas doit être écarté de la scène. Il constitue un obstacle à la justice et à la libération du peuple palestinien. Et nous devons être honnêtes à ce sujet. Nous ne devrions pas hésiter à le dire. Je voulais également mentionner que, dans ces négociations de cessez-le-feu, il est question de la libération d'environ 200 Palestiniens condamnés à la réclusion à perpétuité. Cela s'ajoute aux 1700 personnes dont on entend parler et qui ont été arrêtées depuis le 7 octobre. Et nous ne savons pas si M. Barghouti ferait partie de ces 200.
Cela reste à voir. Dimitri, pourriez-vous nous parler des implications du cessez-le-feu pour la région plus vaste de l'Asie occidentale? Nous avons vu l'impact du génocide non seulement sur le sud Liban, mais aussi sur les divisions internes au sein du Liban lui-même. Nous avons constaté d'énormes répercussions sur la relation arabo-iranienne plus large, pour l'Iran lui-même, sur les plans militaires, stratégiques et diplomatiques. Nous avons vu son impact sur le Yémen. Selon vous, quelles sont les implications du cessez-le-feu pour la région dans son ensemble? Le gouvernement Ansar Allah chez les Houthis, le gouvernement iranien et même le Hezbollah en sortiront-ils renforcés, étant donné que la résistance a réussi à tenir et à parvenir à un cessez-le-feu? Ou devront-ils encore rester sur leur garde, puisque Israël pourrait les attaquer à tout moment, même si le cessez-le-feu tient à Gaza? Et quelles seraient les implications pour les soi-disant accords d'Abraham? Le monde arabe fera-t-il suffisamment confiance à Israël, sous la tutelle des États-Unis, pour conclure un nouvel accord semblable à celui que l'administration Trump cherchait à promouvoir depuis son premier mandat? Eh bien, je pense que nous pouvons nous attendre à ce que le premier impact sur la région au sens large soit qu'Ansar Allah mette fin à ses attaques contre la navigation en mer Rouge, ou du moins les suspende. Et je soupçonne que lorsqu'il le fera, et quand je dis qu'il les suspendra, je veux dire qu'il sera convaincu qu'un accord est en place, soutenu par la résistance palestinienne, et auquel Israël se conforme de manière substantielle. Pas une conformité parfaite, mais substantielle. À ce moment-là, je pense qu'il est très probable qu'Ansar Allah cesse de tirer des missiles et des drones sur la Palestine occupée et mette fin à ses attaques contre la navigation en mer Rouge. Et si cela se produit, je pense qu'il est très peu probable que les Américains ou les Israéliens poursuivent les hostilités contre le Yémen pour le moment. Je pense qu'à terme, ils voudront se débarrasser d'Ansar Allah, mais pour l'instant, ils sont davantage préoccupés par ce qui se passe plus près d'Israël, et leur attention est principalement tournée vers l'Iran. C'est donc selon moi l'impact immédiat de cette situation sur la région au sens large. Ce qui se passera ensuite, Moudiar Jyotishman, dépend vraiment de ce qu'Israël et les États-Unis prévoient de faire avec l'Iran en particulier, mais aussi au Sud-Liban. Suspendront-ils leurs attaques contre le Sud-Liban? J'en doute fortement. Je pense que nous allons continuer à voir des bombardements, au moins sporadiques, sinon quotidiens, de cibles au Liban, y compris la mort de civils, ce qui se produit presque chaque jour. Et il y a de nombreux signes indiquant que les États-Unis et Israël se préparent à une guerre avec l'Iran. Vous savez, je comprends qu'ils ont transféré un certain nombre d'avions dont la mission est le ravitaillement en vol vers la région. Les Américains ont fait cela. Je comprends aussi qu'un groupe aéronaval, le USS Gerald Ford, fait route vers la Méditerranée orientale et a soit déjà franchi, soit est sur le point de franchir le détroit de Gibraltar. J'ai vu des rapports indiquant que les Américains ont retiré certaines troupes des bases militaires irakiennes, où l'on pourrait s'attendre à ce qu'elles soient attaquées. Et vous savez, lorsque Netanyahou, le criminel de guerre, a prononcé récemment son discours à l'ONU, celui qui a provoqué une sortie massive de la salle de l'Assemblée générale, la première moitié de son discours était entièrement consacrée à l'Iran. Et Trump lui-même a fait des déclarations. Je crois qu'à Quantico, il a tenu des propos laissant entendre qu'il se préparait à une nouvelle attaque contre l'Iran lorsqu'il a réuni tous ses généraux américains au même endroit. Cela pourrait donc être un prélude. La suspension des hostilités à Gaza pourrait être le prélude à une guerre totale contre l'Iran. Donc cela va vraiment dépendre de ce que feront les Israéliens et les Américains en ce qui concerne la région au sens large. En ce qui concerne les accords d'Abraham,
et la normalisation, je ne pense pas que le simple fait d'entrer dans cet accord, surtout dans sa première phase, changera de manière significative l'attitude des autocraties du Golfe à l'égard de la normalisation. S'il y a une paix réelle et durable qui s'installe, même si cela ne conduit pas nécessairement à un État palestinien, je m'attendrai à ce qu'au moins certaines de ces autocraties du Golfe poursuivent la normalisation. Mais je pense qu'il est bien trop tôt pour que cela se produise. En fin de compte, cela dépendra des intentions des États-Unis et d'Israël à l'égard du Liban et de l'Iran, et dans une certaine mesure aussi de la Syrie. Et quel serait l'objectif final de Netanyahou, compte tenu des nombreux rapports précédents? Nous parlons ici de Netanyahou qui chercherait à prolonger ce génocide et la guerre plus large afin de préserver sa propre carrière politique. Si le cessez-le-feu tient, quelle est votre intuition quant à la survie de Netanyahou au sein du gouvernement? Eh bien, si le résultat est une véritable cessation des hostilités dans la bande de Gaza et que le Hamas reste armé et présent sur place, je pense que c'en est fini pour Netanyahou, même s'il obtient un soutien à court terme de la part du Parti travailliste ou de Yair Lapid, car les Israéliens vont commencer à poser beaucoup de questions difficiles. Pourquoi avons-nous fait cela? Pourquoi avons-nous accepté de ternir notre réputation internationale? Pourquoi avons-nous sacrifié la vie de nos soldats? Pourquoi avons-nous dépensé autant d'argent? Vous nous aviez dit que l'objectif principal était de détruire le Hamas, et vous avez échoué. Nous aurions pu récupérer nos citoyens détenus par les Palestiniens bien plus tôt et leur épargner beaucoup de souffrances. Et il n'y a toujours pas eu de véritable compte-rendu de ce qui s'est réellement passé le 7 octobre. Vous savez, il y a de nombreuses raisons de penser que les services de renseignement et l'armée israélienne savaient ou auraient dû savoir que ces attaques allaient avoir lieu. Il y aura donc un examen complet une fois que la violence aura cessé et que Netanyahou en aura terminé. Mais c'est précisément pour cela que je pense qu'il y a un réel danger qu'il cherche à étendre la guerre, quoi qu'il arrive à Gaza. Car cela lui permettrait probablement de rester au pouvoir encore un certain temps, au moins pendant la durée de cette guerre. Et je pense aussi, vous savez, Moudiar Jyotishman, que beaucoup de gens disent que Netanyahou est motivé par le désir d'éviter la prison, en continuant d'élargir ses conflits, et je crois qu'il y a certainement une part de vérité là-dedans. Mais je pense que cet homme est en réalité, et il l'a dit récemment dans une interview à un journaliste israélien, profondément attaché au projet du Grand Israël. Il est engagé, corps et âme, dans le projet du Grand Israël. Ainsi, même si cet homme ne faisait pas face à des accusations de corruption, même s'il pouvait compter sur sa liberté en Israël une fois tout le sang versé, je pense qu'il poursuivrait tout de même des guerres contre le Hezbollah et contre Ansar Allah, et qu'il continuerait à tenter d'installer une marionnette en Syrie, comme il l'a déjà fait, et en fin de compte, à chercher à provoquer un changement de régime en Iran. Il est fanatiquement dévoué à cet objectif, tout comme, à mon avis, pratiquement tous les membres de son cabinet. La grande question est donc la suivante. Où allons-nous à partir de là? Quoi qu'il arrive à Gaza, le gouvernement américain va-t-il les freiner, ou va-t-il permettre à Israël de continuer à poursuivre le projet du Grand Israël? Et le projet du Grand Israël existe depuis très longtemps. Ben Gurion lui-même a exposé, de manière assez détaillée, ses rêves d'un Grand Israël qui couvrirait des parties de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, l'ensemble de la Palestine et même certaines régions de l'Égypte. C'est donc un projet très solide et ancien. Ma dernière question, Dimitri, concerne la perspective du mouvement de solidarité avec la Palestine à travers le monde. Nous avons assisté à une expansion considérable de ce mouvement, depuis les campus universitaires américains
qui semblent actuellement connaître une faible intensité, mais qui ont alors donné beaucoup d'élan à travers le monde, de Mexico à Rome, jusqu'à de grandes manifestations dans certaines parties de New Delhi. Quel est l'avenir du mouvement de solidarité qui s'est récemment élargi? Et par là, j'inclus tous les citoyens qui ne font pas nécessairement partie de groupes de solidarité organisés, mais qui se sont identifiés à la cause palestinienne dans un sens plus large. Il est très difficile pour ces personnes de rester engagées, car nos vies ont été détruites et brutalisées de tant de façons que chacun finit par être absorbé par ses propres luttes. Alors, si le cessez-le-feu tient, quelle en sera la signification pour les gens du monde entier qui s'étaient autrefois identifiés contre le génocide? Peut-être pouvons-nous conclure là-dessus. Eh bien, permettez-moi de dire, tout d'abord, Jyotish, vous savez, je suis né dans les années 60, à une époque où des manifestations éclataient aux États-Unis contre la guerre du Vietnam. Et bien que j'ai été trop jeune pour y participer, j'ai en quelque sorte observé cela de loin, à la télévision, avec mes parents assis à côté de moi. Même ces manifestations contre la guerre du Vietnam, je ne pense pas qu'elles se comparent à ce que nous avons vu à l'échelle mondiale au cours des 2 dernières années. Cela a été un spectacle extraordinaire à contempler de mon vivant. Je ne crois pas qu'il y ait eu une seule cause qui ait suscité des protestations aussi larges, persistantes et multiformes à travers le monde que ce génocide. Et nous pouvons tirer de l'inspiration de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Et je tiens à saluer chaque être humain qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué au mouvement de solidarité avec la Palestine au cours des 2 dernières années. Chacun d'entre vous mérite du crédit pour la pression que les gouvernements israéliens et américains ressentent clairement, ainsi que d'autres gouvernements occidentaux. Nous voyons de véritables changements dans des pays comme l'Espagne, qui vient d'inscrire dans la loi un véritable embargo sur les armes à destination d'Israël. Nous avons vu d'immenses grèves en Italie, des grèves générales et la flottille mondiale Samoud. Nous devrions donc en tirer de l'inspiration, mais j'ai peur que les gens soient fatigués. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé. Et si la violence s'arrêtait à Gaza, nous pourrions sombrer dans la complaisance. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. La situation de la population civile à Gaza, en se concentrant uniquement sur les Palestiniens qui y vivent et en mettant de côté, pour le moment, la Cisjordanie et les autres Palestiniens vivant sous contrôle israélien, est telle que ces personnes sont dans un état de dévastation si profond que le génocide, la lente mort et l'extermination du peuple palestinien pourraient se poursuivre, quoique à un rythme plus lent, si Israël cessait de les bombarder. Cela pourrait simplement, au fil du temps, les laisser, vous savez, mourir de faim, de négligence, de traumatisme, d'un manque de soins médicaux et de maladies évitables. Je pense que c'est quelque chose que les Israéliens mettraient facilement en œuvre comme plan B si les Américains les empêchaient de poursuivre le bombardement de Gaza et les forçaient à laisser entrer l'aide humanitaire. Nous ne pouvons donc pas baisser la garde. En toutes circonstances, le mouvement de solidarité avec la Palestine doit non seulement maintenir le niveau actuel de pression, mais l'intensifier, quel que soit l'accord conclu entre Israël et le Hamas, et quelle que soit l'attitude d'Israël quant au respect de cet accord. C'est mon appel à tous nos camarades du mouvement de solidarité avec la Palestine. Nous allons nous arrêter là, Dimitri. Merci beaucoup pour votre temps et vos commentaires éclairés. Merci, c'est toujours un plaisir de parler avec vous, Mudiyar Jyotishman. Prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années,
nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.